Alors, donc là, j'ai choisi aujourd'hui de me poser la question avec vous de la définition d'Annie Besant en tant que missionnaire théosophe. Alors, Annie Besant était une femme déjà très connue et très engagée lorsqu'elle adhéra à la Société théosophique en 1889. Elle était légalement séparée de son mari, qui était un pasteur anglican, Franck Besant. Elle militait pour la libre pensée en tant que vice-présidente de la National Secular Society, qui était une société de défense de la laïcité en Grande-Bretagne. Elle militait aux côtés de quelqu'un qui s'appelait Charles Bradlaugh, qui était également très connu. Elle avait également lutté pour la liberté d'informer sur les moyens de contraception, et c'est une caricature que j'ai découverte relativement récemment. C'est Annie Besant et Charles Bradlaugh qui, alors c'est une caricature contre eux, qui dansent dans les rues d'une Grande-Bretagne où les moyens de contraception l'auraient emporté. Et donc, les nourrices râlent parce qu'elles sont au chômage. Et les chirurgiens accoucheurs sont obligés de fermer. Voilà, donc ça c'est donc un grand combat pour cette liberté d'informer sur les moyens de contraception. Elle avait également été une des premières femmes à étudier les sciences à l'Université de Londres, dès l'ouverture de l'Université de Londres aux femmes en 1878. Annie Besant avait ensuite rejoint le mouvement socialiste en 1885 et elle avait soutenu, entre autres, ces jeunes femmes, les allumettières en grève à Londres en 1888. Elle avait également été élue sur un programme socialiste au Grand Conseil des écoles élémentaires de Londres et elle s'était battue pour la gratuité de ces écoles ainsi que de leurs cantines. Alors, Annie Besant rejoint donc la théosophie en 1889 après avoir lu La doctrine secrète, l'ouvrage d'Helena Blavatsky paru quelques mois plus tôt. Alors, elle l'a lu finalement par hasard, il n'y a jamais de hasard, parce qu'elle devait en rédiger le compte-rendu pour un journal qui s'appelait la Pall Mall Gazette, journal tenu par un de ses amis, un journaliste qui d'ailleurs plus tard devint spirit, William Stead. Alors, comme vous le savez tous, bien entendu, La doctrine secrète était le second opus après Isis dévoilé paru en 1977 de Blavatsky. Blavatsky, fondatrice en 1875 à New York de la Société théosophique dont la branche londonienne avait été créée dès 1876. Alors Annie Besant avait une vaste expérience de pamphlétaire et de journaliste. Elle devint donc immédiatement co-rédactrice du mensuel théosophe Lucifer, pratiquement tout de suite, dès septembre 1889. Aux côtés de Blavatsky, elle avait remplacé Mabel Collins. Là, c'est un numéro un petit peu plus ancien, mais dont la couverture était trop jolie pour vous en priver. Et Besant prit la tête de la section ésotérique de la Société théosophique à la mort de Blavatsky en 1891. En 1893, elle représenta les théosophes au Parlement mondial des religions, organisé à Chicago, en marge de l'exposition universelle. Et elle se rendit pour la première fois en Inde, la même année 1893. Elle s'installa tout d'abord à Bénarès, qui s'appelle désormais Varanasi, puis ici, que beaucoup d'entre vous connaissent, à Adyar, près de Madras, à présent Chennai, au siège international de la Société théosophique. Besant fut élue présidente de la Société théosophique en 1907, à la mort de Henry Olcott, que l'on voit ici à côté de Blavatsky, qui en était le premier président, cofondateur également, et elle fut réélue sans interruption à ce poste jusqu'à sa mort en Inde en 1933. Alors Annie Besant, qui s'était depuis longtemps prononcée contre l'impérialisme, travailla dès lors au renouveau culturel hindou. Elle rejoignit l'Indian National Congress, le congrès national et nationaliste indien en 1913. Elle lança un quotidien nationaliste, New India, et fonda en 1916 la Home Rule League. On la voit ici avec les leaders de cette ligue, la Ligue pour l'autonomie de l'Inde, si bien qu'en 1917, toutes ses activités anti-impérialistes, sa lutte pour l'autonomie de l'Inde, lui valurent d'être placée en résidence surveillée par les autorités britanniques, ce qui suscita une vague d'indignation en Inde, et toutes les grandes figures du nationalisme indien lui exprimèrent leur soutien. Les Nehru, père et fils, qui d'ailleurs furent tous deux théosophes au moment de leur vie, Gandhi,
le rival direct de Besan dans cette lutte nationaliste, qui lui aussi d'ailleurs fut théosophe durant ses années d'études à Londres, et Mohamed Ali Jinnah, président de la Ligue musulmane. Libérée en décembre 1917, Besan fut élue présidente de l'Indian National Congress, donc un honneur extraordinaire pour une occidentale, une femme, par ses 4000 membres. Toutefois, à l'exception de la Première Guerre mondiale, Annie Besant quitta l'Inde pour l'Europe, les États-Unis, l'Australie et ou la Nouvelle-Zélande tous les ans durant les mois les plus chauds. Elle donnait alors partout des tournées de conférences. Comme nous le verrons, ces conférences étaient ensuite publiées dans l'abondante presse théosophe et complétées par les nombreux articles et ouvrages de vulgarisation rédigés par Besan. Donc là c'est deux photos de 1924, c'est une photo que j'aime beaucoup, visite à Cardiff, chez les théosophes de Cardiff. Et là une photo, où alors là en fait elle s'exprime justement au sujet de l'Inde sur Trafalgar Square à Londres, également en 1924. Alors, entre-temps, en 1909, Jiddu Krishnamurti, un jeune brahmane de 14 ans, fut découvert à Adyar par les théosophes. Besan crut voir en lui le futur instructeur du monde, World Teacher, le véhicule suffisamment pur pour devenir l'incarnation d'un des Mahatmas de la théosophie, le maître Maitreya. Besan adopta Krishnamurti, et dès lors sa théosophie se focalisa principalement sur lui. Elle lança en 1911 l'Ordre de l'Étoile d'Orient avec son propre magazine, Herald of the Star, afin de préparer à l'arrivée de cet instructeur du monde, rôle auquel Krishnamurti renonça finalement publiquement en 1929. En 1907, lorsqu'Annie Besant fut élue à la tête de la théosophie mondiale, il y avait environ 11 000 théosophes actifs dans le monde, dont un peu plus de 3 600 en Inde, 2 000 aux États-Unis, 1 500 en Grande-Bretagne, environ 800 aux Pays-Bas, 650 en France, 600 en Allemagne. En 1928, après 21 ans de présidence d'Annie Besant, la Société théosophique comptait 45 000 membres à travers le monde. Alors, pourquoi dès lors s'interroger sur le rôle de missionnaire théosophe d'Annie Besant alors qu'il pourrait sembler évident? Parce que l'emploi du terme missionnaire pose problème la concernant pour 3 raisons que je vais explorer avec vous aujourd'hui. La première raison, c'est l'histoire des relations pour le moins tendues entre les missionnaires chrétiens en Inde et les théosophes depuis leur arrivée dans le sous-continent au début des années 1880. La seconde raison, c'est le renversement opéré par Besan, dont la mission, si c'est une mission, était en fait celle apparemment du renouveau hindou en Inde. Enfin, troisième raison, la tension entre ésotérisme et exotérisme au sein de la société théosophique, le rejet apparent du prosélytisme de la part de la société théosophique, et donc le paradoxe de qualifier de mission le travail de diffusion des enseignements théosophiques mené par Annie Besant, en particulier cette fois en Occident. Alors, tout d'abord, ces relations pour le moins tendues entre les missionnaires chrétiens et les théosophes depuis leur arrivée en Inde. Alors, au sujet des missionnaires chrétiens en Inde, il faut savoir que de façon très pragmatique, la Compagnie des Indes, qui en fait gérait l'Inde jusqu'en 1857, considéra longtemps les missionnaires chrétiens comme un facteur de tension préjudiciable à ses activités commerciales et elle découragea en fait leur installation. Ce fut d'ailleurs exactement de cette façon dont un siècle plus tard, les théosophes furent considérés par des autorités britanniques très méfiantes à leur égard. Toutefois, en 1813, la Compagnie des Indes se vit imposer, au moment du renouvellement de sa charte, ce qu'on a appelé une clause pieuse qui reconnaissait la liberté d'action éducative et religieuse des missionnaires en Inde, tandis qu'un évêché anglican fut créé à Calcutta pour l'intégralité de l'Inde. Ces missionnaires, le plus souvent évangéliques, entrèrent alors en lutte contre les traditions hindoues qu'ils estimaient barbares et reprochèrent à la Compagnie des Indes son attitude conciliante, reproches qu'ils répétèrent ensuite à l'égard des théosophes en général et d'Annie Besant en particulier, comme nous allons le voir. La révolte des Sipais de 1857, de fait la première guerre d'indépendance indienne, ayant été provoquée par l'intolérance religieuse de l'occupant britannique, elle fut suivie d'une espèce d'époque de laisser-faire social et religieux
qui mit fin à toute tentative de réforme en Inde pendant plus de 30 ans. Mais de façon intéressante, quand Annie Besant arriva en Inde en 1893, elle arriva juste au moment où cette période de laisser-faire touchait à sa fin, puisque 2 ans auparavant, première fois qu'une réforme était à nouveau instaurée, un âge de consentement sexuel estimé à 12 ans avait été voté pour les Indiennes en Inde, loi qui renouait avec une volonté britannique de réformer certaines pratiques religieuses et traditionnelles. Alors, il serait toutefois erroné de penser que les missionnaires chrétiens s'étaient entre-temps abstenus de toute tentative de réforme morale en Inde, à défaut de conversion, parce que les textes montrent qu'il n'y avait pratiquement pas de conversion vers le christianisme en Inde, très très peu. Et les théosophes s'étaient déjà opposés à leur activité. Alors il faut savoir que la théosophie, telle que définie par Blavatsky, était ouvertement critique du christianisme. Henry Olcott, que l'on voit ici à l'écran, l'explique dans ses mémoires, publiés en 1885 sous le titre Old Diary Leaves. Il explique que la théosophie affirmait que le christianisme, je le cite, ne pouvait apporter de réponse aux questions nées des découvertes scientifiques. Le christianisme n'offrait plus depuis longtemps, dit-il, de théories acceptables par un intellect moderne, en particulier s'agissant des questions de l'immortalité de l'individu et de la survie de la conscience. En Inde, Blavatsky n'hésita pas à défier ouvertement les missionnaires locaux, en particulier dans la presse anglo-indienne. Ainsi, en mars 1880, elle répondit dans un journal local qui s'appelait The Pioneer à, dit-elle, un article ennuyeux, les théosophes au conseil, par un certain monsieur T.J. Scott. Et avec toute l'ironie mordante typique de Blavatsky, elle dit « Il est difficile de plaire aux pasteurs missionnaires dans ce pays. Lorsque l'on feint de les ignorer, ils se plaignent de notre indifférence, et quand nous faisons attention à eux, ce qui n'arrive que lorsque nous y sommes contraints, ils se mettent à nous insulter de la façon la moins chrétienne qui soit et indigne, je suis désolée de le dire, de gentlemen. » Elle poursuit. Bien que je ne sois pas opposée au christianisme, qu'elle met en plus entre guillemets, c'est-à-dire à l'éthique que Jésus de Nazareth aurait prêchée, j'ai en commun avec la plupart des théosophes d'être très opposée aux églises chrétiennes. Alors, comme vous l'imaginez, la position de Blavatsky lui valut des attaques de plus en plus virulentes de la part des missionnaires, qui finirent par obtenir son discrédit et son exil de l'Inde avec la fameuse affaire Coulon. Alors, Gertrude Williams, une des toutes premières biographes d'Annie Besant, décrivit ainsi les Coulons. Un couple français de ce type d'aventuriers qui errent à travers l'Orient. Ils avaient trouvé refuge à Adyar où ils étaient acceptés à la fois comme protégés de Blavatsky et un peu comme ses domestiques. Alors, Emma Colomb, c'est un peu plus complexe, était en fait la secrétaire de Blavatsky qu'elle avait rencontrée au Caire, en Égypte, et rejointe à Adyar en 1880 avec son mari Pierre Coulon. Alors, pour des questions un peu obscures, des tensions étaient bientôt apparues entre les Coulons et les théosophes à Adyar, au point qu'en 1884, les Coulons avaient été chassés des lieux. Emma Coulon s'était alors tournée vers les missionnaires chrétiens pour se venger, confiant à un périodique missionnaire qui s'appelait The Madras Christian College Magazine environ 70 lettres qu'elle affirmait avoir reçues de Blavatsky. Ces lettres donnaient des instructions détaillées permettant de précipiter, de faire apparaître les lettres des Mahatmas, de faire également apparaître les corps astraux de ces derniers, d'effectuer diverses matérialisations d'objets allant des roses au tasses à thé, en particulier grâce à un meuble à secret, le cabinet des merveilles, construit par Pierre Coulon. Le Madras Christian College Magazine, dirigé par un pasteur qui s'appelait George Peterson, se fit dès lors, vous imaginez, un plaisir de publier les meilleurs morceaux des lettres dans son édition de septembre 1884 sous le titre The Collapse of Kuthumi, la chute de Kuthumi, qui est le nom d'un des Mahatmas. Le Post de Bangalore, repris par le Madras Times, célébra, je cite le Madras Times, ce grand service courageux que de révéler cette énorme supercherie et ainsi d'émanciper le pays de ce qui était en passe de devenir une cruelle superstition. Alors, face au scandale,
l'éminente Society for Psychical Research, société de recherche psychique basée à Cambridge, envoyait un enquêteur sur place, Richard Oxon, qui conclut fameusement dans son rapport que Blavatsky était, je le cite, une des mystificatrices les plus accomplies, les plus ingénieuses et les plus intéressantes de l'histoire. Les théosophes crièrent pour leur part à un complot des missionnaires, The Notorious Madras Missionary Plot, avec la complicité des Coulons. Point de vue partagé par Besan, à qui Blavatsky demanda de lire le rapport Oxon en 1889 comme une forme de test au moment où Besan souhaitait rejoindre la société théosophique. Alors, les attaques des missionnaires chrétiens en Inde, les relations entre les théosophes et les missionnaires chrétiens ne s'apaisèrent pas du tout sous la présidence d'Annie Besant, d'autant que les théosophes étaient alors les principaux rivaux occidentaux de ces missionnaires et même de l'administration coloniale en Inde. La virulence des attaques s'explique également par le fait que Besant s'adressait au même groupe social que les missionnaires, les Indiens anglophones, éduqués et généralement brahmanes. Dès 1893, l'année du tout premier séjour de Besant en Inde, les missionnaires de la Christian Literature Society à Madras publièrent un pamphlet de 120 pages, le voici, donc avec un titre très long, Philosophy Exposed, Mrs. Besant and a Guru, Appeal to Educated Hindus, donc dénonciation de la théosophie, Mrs. Besant et son gourou, un appel aux Indiens éduqués, etc. Et ce pamphlet s'ouvre bien entendu sur un rappel de l'affaire Coulon et explique ainsi le succès de la visite de Besant. Voici ce qu'ils disent. Sa profession de foi hindoue et le fait qu'elle flatte outrageusement tout ce qui est indien l'ont rendue immensément populaire auprès des hindous ignorants ou peu éduqués. Conscient de la popularité de Besant, très connu pour ses précédents engagements et ses qualités d'oratrice, John Murdoch, qui rédigea la préface de ce pamphlet, préface intitulée « La visite de Mrs. Besant », sous-titra cette préface « An appeal to Indian journalists », un appel aux journalistes indiens, leur conseillant carrément de s'abstenir de diffuser les propos de Besant. Décidément inquiet du succès de Besant en Inde, toujours la même, la Christian Literature Society, publia encore l'année précédente cet autre pamphlet, Who is Mrs. Besant and why has she come to India? 52 pages. Donc, qui est Madame Besant? Pourquoi est-elle venue en Inde? Et John Murdoch rédigea également, toujours en 1894 et toujours pour la Christian Literature Society, cet autre pamphlet, dont le titre, pareil, très long, peut se traduire par La folie théosophique, son histoire, la supercherie du grand Mahatma, comment Mrs. Besant fut trompée et déposée, sa tentative de raviver des superstitions médiévales éprouvées fausses, etc. Le tout sur 96 pages. La table des matières de cet ouvrage-là, que je ne vais pas détailler, mais si vous lisez l'anglais, vous allez pouvoir la voir. Donc, la table des matières de Who is Mrs. Besant, qui est Mrs. Besant et pourquoi est-elle venue en Inde, donne une idée des arguments repris constamment dans ses publications missionnaires et nombre de suivantes, avec un joyeux mélange d'ailleurs des luttes d'Annie Besant avant qu'elle soit théosophe et après, en fait, tout étant utilisé contre elle. Alors, un des arguments des missionnaires à l'encontre d'Annie Besant fut sa tolérance de pratiques hindoues, qu'elles soient religieuses ou traditionnelles, qu'ils estimaient pour leur part inacceptables. Alors, il est en effet difficile d'occulter les ambiguïtés de Besant pour justifier en particulier son type de travail éducatif auprès des Indiennes. Toutefois, lorsque l'on étudie ce qu'on appelle en anglais la Mission of Sisterhood, la mission de sororité des femmes missionnaires, dont les femmes missionnaires se sont investies auprès des Indiennes, on s'aperçoit très vite en lisant ces textes de l'époque qu'il y a en fait une instrumentalisation à des fins de propagande de cette mission chrétienne soi-disant émancipatrice des Indiennes qui permettait de justifier auprès de l'opinion publique britannique la présence des missionnaires en Inde et également d'encourager l'engagement des femmes dans leur rang qui était extrêmement important.
Donc Annie Besant, il y a certes des ambiguïtés dans sa pensée, dans sa pratique, mais au moins elle s'abstient de ce type d'argument, de ce type d'instrumentalisation. Et en fait, c'est uniquement lorsque des réformateurs indiens comme Kaliprasana Kavyabisharad ou le journal libéral de Madras, The Indian Social Reformer, quand eux commencent par critiquer également sa tolérance vis-à-vis de certaines pratiques, en particulier liées à la condition de la femme en Inde, que son discours évolua. Mais sa première biographe, Gertrude Williams, qui rencontra Besant en Inde en 1928, et qui donc, c'est une biographie, mais c'est lié à une longue interview, assez passionnante d'ailleurs, Williams comprit bien qu'il y avait de la part de Besant en fait une stratégie. Et elle explique, elle dut gagner la confiance de l'opinion publique avant de devenir une critique efficace. Et en effet, quand Annie Besant lança, donc plus tard en 1913, The Brothers of India, les frères de l'Inde, elle exigea cette fois clairement des membres de ce mouvement à la fois spirituel et nationaliste de rejeter le système des castes, de ne pas marier leurs filles avant l'âge de 17 ans, de leur donner ainsi qu'à leur épouse accès à l'éducation et de s'opposer à l'ostracisme des veuves. De plus, lorsqu'Annie Besant traitait de ces questions, qui étaient quand même sensibles, en particulier donc les mariages précoces, la question de l'éducation des femmes, la question des castes, elle prenait soin de dénoncer des situations comparables dans l'Occident industrialisé, de faire un parallèle entre les deux, comparaison dont ne s'embarrassaient, vous l'imaginez, pas les missionnaires chrétiens critiques des pratiques hindoues. Entre-temps, ce monsieur, dont j'ai trouvé voilà, la photo, Arthur Winnington Ingram, l'évêque de Londres, déclara en 1904 que théosophie et christianisme étaient incompatibles. Annie Besant choisit de lui répondre avec une conférence qu'elle donna justement à Londres, intitulée Is Theosophy Anti-Christian? La théosophie est-elle antichrétienne? Une explication adressée à l'évêque de Londres. Dans cette conférence, elle affirme en introduction, je la cite, « Mon but ici ce soir est moins de défendre la pensée théosophe que de démontrer qu'elle n'est en rien antichrétienne. » Ce qui est intéressant parce qu'on voit quand même un glissement par rapport aux propos de Blavatsky. Mais je doute que ces arguments aient convaincu l'évêque de Londres parce que finalement elle reprend des choses très proches de ce qu'avait pu écrire Olcott. Elle dit dans sa conférence « Beaucoup, surtout parmi les intellectuels, incapables d'adhérer à des doctrines chrétiennes souvent primitives, ont trouvé dans les explications offertes par la théosophie une présentation acceptable de la vérité spirituelle. » Et elle reprit, en résumant son interprétation théosophe du christianisme, énoncée en 1901 dans son essai « Le christianisme ésotérique », mais plus important pour nous aujourd'hui est la comparaison qu'elle établit entre missionnaires chrétiens et théosophes. Elle dit dans cette conférence « Je me souviens de Feu, l'archevêque de Canterbury, expliquant à des missionnaires qui s'apprêtaient à partir en mission parmi les différentes religions du monde qu'il fallait qu'ils traitent celles-ci avec respect, car elles étaient également des révélations, bien que partielles, comparées à la révélation chrétienne. Tout ce que les théosophes demandent des chrétiens, c'est ce même respect que celui qu'ils accordent aux autres foi, afin que dans ce vaste empire britannique, qui regroupe des peuples de toutes religions, où les chrétiens sont minoritaires, une unité spirituelle soit reconnue, quelle que soit la façon dont elle s'exprime. Malgré cet appel, les attaques des missionnaires à l'encontre d'Annie Besant ne faiblirent pas. En 1913 encore, un missionnaire appelé Edgar W. Thompson publia à nouveau un pamphlet, La théosophie de Madame Besant, The Theosophy of Mrs. Besant, avec une préface à charge signée de l'évêque anglican de Madras. Besant était par ailleurs persuadé que des missionnaires jésuites étaient à l'origine du procès que lui intenta en 1911 Narayana, le père de Krishnamurti, afin d'en récupérer la garde, et qui utilisa comme argument les accusations datant de 1906 d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons par Charles Leadbeater, un des penseurs théosophes chargé de l'éducation de son fils. Alors, les sources montrent
que Narayana a vraisemblablement été plutôt encouragé par des brahmanes orthodoxes, là pour le coup, ce n'est pas les missionnaires qui sont derrière ça, des brahmanes orthodoxes opposés à Annie-Besant. Mais les missionnaires chrétiens reprirent dès lors ces accusations à l'encontre de Leadbeater dans leurs attaques à la fois de Besant et de la théosophie, bien que Besant, de son côté, ait gagné son procès en appel et conservé la garde de Krishnamurti. Et l'ouvrage de Thompson est ainsi sous-titré « Déclaration sur les enseignements de Mrs. Besant et de Mr. Leadbeater » avec un compte-rendu des récents procès dans lequel sont reprises toutes ces accusations. Alors, en 1913, dans une conférence intitulée India's Awakening, le réveil de l'Inde, Besant prévenait son auditoire. Elle dit « Les missionnaires ne fabriquent pas de chrétiens. En général, ils n'obtiennent pas beaucoup de conversions. Mais je vais vous dire ce qu'ils font. Ils arrachent les racines de la dévotion et de la religion du cœur malléable des jeunes garçons. Ils les tournent en ridicule et les écrasent de leur sarcasme. Ceci était tout particulièrement grave en Inde, selon elle, parce qu'elle y voyait non seulement le berceau de la spiritualité, mais également son avenir, investissant l'Inde d'une mission qui allait exactement à l'encontre de celle des missionnaires chrétiens. Et j'en arrive donc à mon second point, c'est-à-dire le renversement opéré par Besant, qui devient missionnaire du renouveau hindou en Inde. Je vais remettre juste. Alors, why has she come to India? Mais cette fois, du point de vue des théosophes. Avant même de mettre pour la première fois le pied sur le sol indien, Annie-Besant affirmait, lors d'une conférence qu'elle donna en 1893 à bord du paquebot qui la menait à Bombay, que l'Inde était, je la cite, la terre sacrée, celle dont la grande philosophie a été la source de toutes les philosophies occidentales, dont la grande religion est à l'origine de toutes les autres, la mère de la spiritualité, le berceau de la civilisation. Une fois arrivé en Inde, Besant expliqua lors d'une de ses toutes premières conférences, intitulée India's Mission Among Nations, la mission de l'Inde parmi les nations, elle dit « Si la religion périt ici, elle périra partout. L'Inde a pour tâche de maintenir allumé le flambeau de l'esprit au milieu des brumes et des tempêtes d'un matérialisme grandissant. » Et en 1895 encore, dans une autre conférence intitulée « Les moyens de la régénération de l'Inde, The Means of India's Regeneration », elle explique « L'unification des religions ne se fera jamais si elle est impossible ici. Il incombe aux enfants de l'Inde de rendre à l'humanité cette Inde qui sera le sauveur de la spiritualité mondiale. » Donc, pour Annie-Besant, l'Inde était investie d'une mission, et celle qu'elle se donna dès lors était d'œuvrer au renouveau spirituel hindou, d'où ce renversement complet vis-à-vis des missionnaires chrétiens, y compris sur le plan moral, parce qu'elle estime que c'était en fait aux Britanniques d'apprendre de l'Inde, entre autres, dit-elle, l'idéal de l'autodiscipline, du contrôle de soi et de la subordination de l'individu à plus vaste que lui. Alors, parmi les moyens d'action qu'elle entreprit, il y eut la traduction. Non, alors ça c'est passionnant parce que la traduction de textes sacrés, c'est justement un moyen d'action employé par les missionnaires. La traduction de la Bible dans les langues vernaculaires indiennes, afin d'en faciliter la diffusion, était une des tâches considérées comme essentielles par les missionnaires chrétiens. En Inde, une Bible en bengali fut imprimée dès 1800, suivie d'une version en sanskrit et d'autres traductions dans de multiples langues vernaculaires. Et à Trangbar, les presses de la mission produisirent dès le milieu du XVIIIe siècle une version tamoule de la Bible, suivie d'une traduction en hindoustani. Donc les missionnaires étaient très actifs sur ce plan-là. Annie-Besant s'empara très tôt de ce moyen d'action. Elle apprit le sanskrit et proposa sa première traduction de la Bhagavad Gita dès 1895. L'historien Eric Sharp, qui a travaillé dans les années 1980 sur l'influence de la Bhagavad Gita en Occident, souligna l'importance de ce travail destiné à contrer l'influence des missionnaires. Donc, Sharp dit « La réponse occidentale à la Bhagavad Gita vint principalement de deux directions. Des théosophes d'un côté
et des missionnaires chrétiens, généralement protestants, de l'autre. Les premiers, donc les théosophes, avec une approche presque entièrement positive, les seconds, les missionnaires chrétiens, presque entièrement négative. Négative en effet, je vais vous expliquer pourquoi. On peut citer ici par exemple un texte qui s'appelle Guitar and the Gospel, donc la guitare et les évangiles, publié en 1903 par un missionnaire et orientaliste écossais nommé John Farquhar. Alors, ce missionnaire exprime une théorie très répandue à l'époque, qui s'appelle en anglais la Fulfillment Theory, la théorie de l'accomplissement. Et c'est une théorie qui visait à démontrer que le christianisme était l'aboutissement logique de l'hindouisme. Donc, tout l'intérêt porté à la Gita de la part des missionnaires était uniquement pour prouver que la Gita était une étape vers le christianisme. Voilà, donc ça c'est le genre de texte qui circulait parmi les missionnaires. Alors bien entendu, ce n'est pas du tout l'approche d'Annie Besant. Alors, il faut aussi comprendre qu'une traduction anglaise de la Bhagavad Gita permettait sa diffusion non seulement bien entendu en Occident, mais aussi parmi des Indiens anglophones qui connaissaient désormais souvent peu le sanskrit. Et cela s'inscrivait donc bien pour Besant dans sa mission pour le renouveau hindou en Inde. Elle accompagna également sa deuxième traduction, puisqu'elle en a publié plusieurs versions, d'une série de conférences explicatives intitulées Hints, conseils pour l'étude de la Gita. Donc c'est des conférences qu'elle donna en Inde, à Adyar, et qui furent ensuite publiées. Et qui eurent beaucoup de succès, tout comme ces traductions qui furent très très largement diffusées. Là c'est une 4e édition, mais il y a énormément d'éditions, on en trouve encore des exemplaires de l'époque assez facilement. Et d'ailleurs un autre historien, plus récemment en 2013, qui s'appelle Chris Bailey, a conclu, je le cite, que ce furent les théosophes qui jouèrent le plus grand rôle dans la diffusion de la Gita à travers toute l'Inde et qui contribuèrent à la porter à l'attention du reste du monde. De façon très significative, dans ses mémoires, publiés en 1928, Gandhi reconnut d'ailleurs qu'il avait lu pour la première fois la Bhagavad Gita à Londres en 1890 dans une traduction anglaise, alors ce n'est pas une traduction de Besant, c'est une un peu plus ancienne, prêtée par des amis théosophes. Et voilà ce que Gandhi écrit dans ses mémoires. Il écrit « Vers la fin de ma 2e année en Angleterre, je fis la connaissance de 2 théosophes. Je fus obligé de leur avouer que je n'avais jamais lu la Gita et que je serais heureux de le faire avec eux, même si mes connaissances en sanskrit étaient bien maigres. L'ouvrage me donna envie de lire des livres sur l'hindouisme et me libéra de l'idée transmise par les missionnaires que l'hindouisme était un tissu de superstition. » Donc on voit quand même l'importance incroyable de la théosophie, y compris sur quelqu'un d'aussi important que Gandhi. Annie Besant traduisit également les Upanishads en 1906, traduction là encore accompagnée de 4 conférences publiées sous le titre « La sagesse des Upanishads », « The Wisdom of the Upanishads ». Et Besant y écrivit très humblement en préface, je la cite, « En parler, écrire dessus paraît présomptueux pour quelqu'un comme moi, mais il se peut que cela vienne en aide à certains de mes frères. Laissons donc ce petit livre partir en mission et amener certains à en étudier la source. » Alors, toutefois, le volet le plus important de cette mission pour le renouveau hindou en Inde fut certainement le travail éducatif mené par Annie Besant. Et là encore, elle a usé pour mieux le renverser un moyen d'action des missionnaires chrétiens. Le système éducatif mis en place par les Britanniques en Inde s'inspirait d'un texte de 1835 de Thomas Babington Macaulay, prônant l'occidentalisation et l'anglophonisation des élites indiennes. Ce système éducatif visait avant tout à produire des fonctionnaires locaux indispensables à la gestion d'une population indienne de plus de 300 millions d'habitants, système dans lequel furent largement intégrées les écoles missionnaires. 3 universités furent également fondées en 1857 à Calcutta, Bombay et Madras. Je donne les noms de l'époque de ces villes. Alors, Annie Besant pensait pour sa part
que la renaissance culturelle et spirituelle de l'Inde devait passer par l'éducation des élites indiennes, première concernée par ce système éducatif britannique. Alors, elle fit donc le choix d'un élitisme qui lui fut d'ailleurs reproché en particulier dans sa lutte indépendantiste plus tard. Quoi qu'il en soit, en 1894, elle ouvrit 4 classes dans les locaux de la Société théosophique de Bénarès. Elle décida rapidement de fonder un lycée hindou de garçons afin que culture et tradition indienne y soient transmises et enseignées. Elle fit une tournée dans toute l'Inde pour vanter les mérites de son projet et elle obtint de généreuses donations, sachant que jusqu'en 1904, elle n'accepta que les dons émanant d'Indiens pour ses projets éducatifs. Le Maharaja de Bénarès lui offrit alors, ce sont ces bâtiments, une partie des bâtiments et du terrain du palais d'été de son grand-père. Et donc ce lycée de garçons, au départ c'était qu'un lycée, le Central Hindu College, il fut inauguré en 1898. En 1901, le lycée fut reconnu par l'université d'Allahabad et devint également une faculté, officiellement autorisée à délivrer le BA, la licence, puis en 1905 le MA, la maîtrise, en sanskrit et en anglais. En 1913, Annie Besant lança également un trust, le Theosophical Educational Trust in India, dont le travail de coordination permit la création d'une trentaine d'écoles et de lycées. Et avant cela, en 1911, elle s'était alliée au nationalisme modéré et pédagogue Madame Mohan Malviya, dans le but de fonder une véritable université hindoue à Bénarès. Et on a beaucoup de documents sur ce projet, en particulier le préambule de la demande d'une charte royale, parce qu'ils avaient besoin d'une charte royale pour que l'université soit officiellement créée. Et cette charte détaillait les objectifs de Besant et de Malviya. Je la cite. « Placer au premier rang la philosophie, l'histoire et la littérature indienne, faire de leur étude dans la langue classique la base de la culture. La pensée occidentale y sera amplement étudiée, mais elle cédera le pas à la pensée orientale et sera employée à enrichir une nation, non à handicaper son développement. Une attention toute particulière sera portée au travail manuel, aux sciences et techniques appliquées et à l'art et à l'artisanat indien. » Cette université, la Benares Hindu University, fut inaugurée en 1916 après un vote positif du Parlement britannique et le Central Hindu College qui l'avait inspiré y fut intégré. Alors, restait la question des femmes. Dans une conférence de 1900 intitulée Womanhood, Féminité, Besant décrivit une société védique, donc une société ancienne indienne, où les femmes, selon elle, n'auraient pas encore souffert de discrimination, d'oppression et de pratiques traditionnelles qu'elle estimait postérieures et importées. Besant expliqua dès lors que les réformes éducatives qu'elle proposait aux indiennes ne correspondaient pas à un désir de les occidentaliser, mais, selon elle, à un retour à un hindouisme originel qui valorisait, pensait-elle, les femmes fortes et éduquées. En donnant plus de liberté aux femmes, affirmait-elle alors dans cette conférence, je la cite, « Vous n'imiterez pas l'Occident, vous vous conformerez à votre propre culture ancestrale. » Et elle utilisa d'ailleurs cet argument éducatif fondé sur cette culture ancestrale pour s'opposer au mariage précoce. En 1904, elle fonda donc un lycée de jeunes filles, la Central Hindu Girls School. Malgré tout, il faut quand même avouer que le programme scolaire proposé dans ce lycée de jeunes filles demeura très conservateur et on sent bien quand même de la part de Besant un souci de respect des traditions hindoues malgré son propre féminisme. Donc c'est un peu compliqué. Alors, maintenant, en 1902-1903, Annie Besant rédigea 3 manuels destinés à l'origine aux élèves du lycée de garçons. Mais ces manuels furent en fait largement diffusés et vendus bien au-delà du lycée. Ces manuels correspondaient à 3 niveaux. Donc le premier, c'est celui-ci, dont j'ai trouvé une couverture, catéchisme pour garçons et filles, quand même, dans la religion indienne et la morale. Donc l'autre était un manuel élémentaire, An Elementary Textbook of Hindu Religion and Ethics, donc manuel élémentaire
de religion indienne et d'éthique, et il y en avait donc un troisième, un Advanced Textbook, manuel avancé de religion indienne et d'éthique. Alors, le catéchisme en particulier fut un immense succès. Il se vendit à plus de 100 000 exemplaires en seulement 3 ans. Il faut dire que c'est un ouvrage dont la lecture était très aisée, c'est un véritable catéchisme qui se compose de 58 questions et réponses sur les principes de base de l'hindouisme, les grandes coutumes et les droits hindous, et plus généralement, il y a tout un chapitre sur le bien et le mal. Alors, toutefois, Kurt Leland, qui est un spécialiste américain de la théosophie d'Annie Besant, Kurt Leland souligne dans un article à paraître prochainement que dans les 2 autres manuels, l'influence de la théosophie était en fait omniprésente. En particulier, alors je n'ai pas trouvé d'image pour celui-là, mais The Advanced Textbook, le manuel avancé théoriquement sur la religion hindoue, donne en fait l'interprétation théosophique de la cosmologie hindoue. Et ceci nous rappelle enfin qu'Annie Besant n'était pas hindou, mais bel et bien théosophe. À partir de 1911, élèves et enseignants du Central Hindu College se déchirèrent au sujet de Krishnamurti, promu au rang de futur instructeur du monde par Besant. Le principal du collège, un théosophe, George Arundale, alla jusqu'à proclamer dans ses conférences que le collège n'avait été fondé que pour préparer la venue de cet instructeur du monde. Et l'ordre de l'Étoile d'Orient fut lancé en 1911 dans le cadre du collège, dès lors directement rattaché à ce culte messianique. Alors, un des sponsors indiens du collège, Bhagavan Das, bien que théosophe et rédacteur en chef du périodique Theosophy in India, s'éleva ouvertement contre ce qu'il estimait être une dérive. Afin de permettre l'incorporation du Central Hindu College au sein de la nouvelle université hindoue de Bénarès en 1916, Besant, Arundale et une vingtaine de théosophes membres du personnel enseignant du collège durent d'ailleurs démissionner de son conseil. Dans la biographie de Bhagavan Das, publiée par son fils en 1970, il est expliqué que les manuels rédigés par Besant, y compris du coup son catéchisme, furent complètement écartés des programmes scolaires et ne furent réimprimés que 25 ans plus tard. Alors, Besant conserva une position de membre honoraire au sein du conseil d'administration de l'université, seul non-hindou d'ailleurs dans ce conseil, mais son influence était négligeable. Donc, le travail, pour conclure cette deuxième partie, le travail éducatif mené par Annie Besant révèle en fait les limites de sa mission proclamée d'un renouveau hindou et l'importance en fait de sa théosophie. Il convient dès lors de se demander si Annie Besant n'était pas en fait avant tout une missionnaire théosophe, mais on se trouve alors confronté à un autre problème, le fait que la société théosophique comportait un volet ésotérique et se présentait comme opposé au prosélytisme, d'où le paradoxe de qualifier de mission le travail de diffusion de la théosophie mené par Annie Besant. Peu après la mort de Blavatsky, en mai 1891, Besant rédigea un éditorial intitulé « Ought Theosophists to be propagandists », donc les théosophes devraient-ils être des propagandistes, publié dans le numéro du 15 décembre du périodique théosophe londonien Lucifer, dont elle était désormais l'unique rédactrice en chef. Dans ce texte, elle reprend la parabole du semeur dans l'évangile de Matthieu et elle définit 2 tendances au sein de la société théosophique, l'une exotérique et missionnaire, l'autre ésotérique et élitiste. Il est clair qu'elle répond à cette seconde tendance. Je la cite. Depuis sa fondation, la société théosophique comporte 2 tendances, unies quant à l'objet, mais différentes dans leur méthode. L'une préfère semer à la volée les graines de la connaissance et de la vérité dans toutes les directions, afin que si le semeur se trouve près d'un sol fertile, prêt à recevoir ses graines, ce sol ne sera pas laissé en jachère et la graine pourra germer, fructifier et nourrir celui qui l'aura reçu. L'autre tendance préfère éviter autant que possible toute publicité, et si je comprends bien, sa politique consiste à ne planter de graines que lorsqu'un sol digne de la recevoir a été découvert, et de n'en lancer aucune qui risquerait de tomber au milieu de ronces ou de cailloux.
Alors c'est ironique parce que Beson était à l'époque à la tête de la section ésotérique de la Société théosophique, mais l'expression « si je comprends bien », en anglais c'est « so far as I understand », montre qu'elle se rangeait du côté de l'exotérisme, de la diffusion de la théosophie de la façon la plus large possible. Et elle adopte même des accents millénaristes dans ce texte lorsqu'elle tente de se justifier en invoquant Blavatsky, qui, écrit-elle, était clairement en faveur d'une propagande incessante auprès du grand public, qui ne se lassait jamais de répéter qu'à la fin de chaque siècle, excusez-moi, les maîtres de la sagesse tentent de toucher le cœur et le cerveau de l'humanité, qu'ils envoient patiemment, siècle après siècle, des messagers chargés de semer le bon grain. Et de toute façon, on peut effectivement penser que les titres même des ouvrages de Blavatsky, Isis dévoilé, la doctrine secrète mais de fait divulguée, semblent donner raison à Beson quant aux intentions de Blavatsky. Alors, cette mission théosophe, c'est cette fois en Occident que Beson souhaite avant tout l'accomplir. Le temps est désormais venu, dit-elle, pour beaucoup en Occident, d'être prêts à recevoir cette graine, et le seul moyen de les atteindre, c'est de proclamer partout la vérité, afin que ceux qui sont prêts aient une chance de l'entendre et de la recevoir. Annie Besant donne dans son éditorial la liste des points principaux de cette antique sagesse qu'il importe aux théosophes de diffuser. Je la cite, les doctrines de fraternité, de réincarnation, de karma et de la constitution septuple de l'homme et de l'univers, ajoutant « Il est évident que ces connaissances, vitales pour le bien de l'humanité, ne peuvent attendre, cachées au creux d'un mouchoir, que quelques-uns y aient accès, mais doivent au contraire être partout répandues pour venir en aide aux hommes. » Alors, à la lecture de l'éditorial, on comprend que Besan souhaite user des mêmes moyens d'action que ceux de ses précédentes luttes en faveur de la libre pensée ou du socialisme. Et que cela a suscité, on comprend bien en creux, que cela a suscité des critiques parmi certains théosophes qu'elle accuse dès lors d'être plus élitiste qu'ésotériste. Elle dit « On prétend qu'instruire avec des livres est juste, mais pas depuis une estrade. Franchement, cela signifie limiter la connaissance aux gens riches et éduqués, tandis que les pauvres resteront dans l'obscurité et l'ignorance. La question n'est pas de savoir ce qui doit être enseigné, mais qui nous devons instruire, le public auquel nous devons nous adresser. » Et elle rappelle que la société théosophique est une fraternité qui rejette les différences de classe. Et besoin de conclure, en ce qui me concerne, toute forme de propagande, que ce soit depuis une estrade, par écrit, durant une conversation, dans une correspondance privée, tout me semble également utile et approprié. Alors, le travail de missionnaire théosophe d'Annie Besant ne fut en fait pas exempt d'élitisme, en Inde en particulier, mais aussi dans la structuration de l'entourage de Krishnamurti, largement fondé sur des initiations ésotériques, mais elle n'en continua pas moins d'employer tout le reste de sa vie les moyens de propagande décrits dans cet éditorial de 1891 et qui étaient en fait déjà les siens. Annie Besant était également journaliste. Elle avait co-dirigé pendant une quinzaine d'années The National Reformer, l'hebdomadaire de la National Secular Society, et elle avait fondé elle-même 2 périodiques dans les années 1880, un mensuel généraliste qui s'appelait Our Corner et un hebdomadaire socialiste qui s'appelait The Link. Ce fut donc tout naturellement qu'elle s'employa à diffuser encore plus largement une presse théosophe dans laquelle elle publia en tout littéralement des centaines d'articles. Alors j'ai trouvé un index des périodiques théosophes qui a été établi par la Campbell Theosophical Research Library qui se trouve en Australie. Donc à ce jour, on va peut-être en trouver d'autres qui n'ont pas encore été retrouvés dans les archives. À ce jour, il y a eu en tout, il y a eu, et certains existent encore, 152 périodiques théosophes, dont plus d'une centaine publiés à travers le monde durant la présidence de Besant, dans lesquels ces articles et conférences étaient constamment repris. Et elle dirigea de plus directement au moins 2 de ces périodiques, Lucifer, qui devint en 1897 The Theosophical Review, c'est toujours bien le même, et en Inde, le bulletin d'Adyar, à partir de 1908, qui changea de nom aussi en 1930, qui devint The Adyar Theosophist. La plupart des périodiques théosophes du temps de Besant étaient des mensuels,
souvent illustré, avec des photos, même parfois des planches couleurs, et néanmoins vendu très peu cher. Lucifer, le mensuel, coûtait 1 shilling et 6 pence le numéro, et quand il devint la Theosophical Review en 1897, son prix baissa et il ne fut plus vendu même qu'à 1 shilling. Et alors ils étaient financés par, bien entendu, les lecteurs. Il y avait également de la publicité ciblée, on les trouve dans les pages à la fin. Alors, si les périodiques théosophes publiaient des conférences d'Annie Besant, celle-ci, très consciente de ses talents d'oratrice, ne ménagea pas sa peine, avec de longues tournées organisées chaque année. Ainsi, rien qu'en 1909, Annie Besant parcourut plus de 72 000 km pour la Société théosophique, dont une tournée de 63 jours aux États-Unis, durant laquelle elle donna 48 conférences. Et en 1927, c'est cette photo que j'aime beaucoup, âgée de 80 ans, Besant donna encore 56 conférences en 3 semaines dans 13 pays d'Europe, voyageant de l'un à l'autre en avion, et généralement dans ce genre de petits avions extrêmement inconfortables. Alors, le travail de diffusion de la théosophie entrepris par Annie Besant fut d'abord, au sens noble du terme, un travail de vulgarisation. De vulgarisation des points essentiels de la doctrine secrète de Blavatsky. Comme vous le savez, énorme ouvrage en 2 volumes très denses de près de 1500 pages dans leur édition originale de 1888. Donc tout au long de sa carrière théosophe, Besant donna des conférences, donc données d'abord puis ensuite publiées, avec des titres du genre Manuel de théosophie, Introduction à la théosophie, ses enseignements, la théosophie et la société théosophique, le sens de la théosophie, son sens et ses valeurs, et un best-seller publié en 1897 mais maintes fois réédité, The Ancient Wisdom, An Outline of Theosophical Teachings, donc la sagesse antique, précis des enseignements théosophiques, qui résume et qui explique en seulement 430 pages la doctrine de Blavatsky avec un index détaillé de 50 pages. Donc, et c'est un ouvrage, ça c'est mon exemplaire, je suis très fière, j'en ai un. On en trouve encore chez les bouquinistes parce qu'il a été tellement publié, il y en a beaucoup. Et une publicité placée à la fin d'une édition plus tardive de The Ancient Wisdom pour les ouvrages déjà publiés par la Theosophical Publishing Society donne une bonne idée du travail de vulgarisation de Besant sur les points principaux de cette sagesse antique. On voit, elle a publié donc Introduction, les 7 principes de l'homme, réincarnation, la mort et après, karma. Alors il y a d'autres ouvrages par les Beecher, puis après l'homme et ses corps, à nouveau des choses sur la sagesse antique, etc. etc. On retrouve voilà, la construction du cosmos, les 4 grandes religions, le soi et ses fourreaux, ses enveloppes, etc., etc. Donc on voit voilà, tous ces ouvrages classés par élémentaire, advanced et puis toute une collection ethical. Alors, le temps me manque pour développer tous les moyens employés par Besant pour diffuser la théosophie. Elle donna également des cours, il y avait également des réunions plus privées au sein des sections ésotériques, il y a toute une correspondance, bien entendu, mais je souhaiterais citer les mémoires d'Emily Lutyens, là voici là en compagnie de Krishnamurti. Alors Emily Lutyens, c'était l'épouse de l'architecte de New Delhi. Emily Lutyens qui fut très proche de Besant et de Krishnamurti dans les années 1910 et 1920. Et elle y raconte, et je trouve ça extrêmement touchant parce que je pense que ça va vous parler à beaucoup ici, elle raconte comment se passaient les réunions de la branche londonienne de la Société théosophique. Voici ce qu'elle dit. Les réunions théosophiques ordinaires ne comportaient aucun rituel ou cérémonial. Il y avait généralement une présentation d'un des points de la doctrine, suivie d'une discussion qui se terminait par une collation où étaient invariablement proposés des sandwichs à la marmite. Alors, ceux qui savent ce que c'est que la marmite vont comprendre, c'est une pâte à tartiner à base de levure de bière qu'on aime ou qu'on déteste, il n'y a pas plus british que ce truc-là. Alors, donc voilà, comment ça se passe, on discute, voilà. Toutefois, Lutyens ajoute, alors elle était très très dévouée à Annie Besant, elle a une admiration sans borne pour Besant, elle explique. Une fois membre de la Société théosophique, je ne pouvais me contenter d'un rôle passif. Je voulais travailler pour ma nouvelle foi.
Un service de propagande fut lancé, supervisé par le Dr Gast et moi-même, sa collaboratrice enthousiaste. Ce qui m'amène à la question du prosélytisme. Ironiquement, le succès de la mission théosophe d'Annie Besant généra une nouvelle contradiction entre une volonté affichée d'ouverture, de tolérance, de questionnement, de syncrétisme, et ce qu'il convient d'appeler, comme le fait Émilie Lutyens, la foi de nombre de théosophes à l'époque. Foi en l'existence des Mahatmas, en la vérité des dogmes de l'antique sagesse, et plus encore à l'époque, foi dans le messianisme de Krishnamurti. Alors, en 1907, dans une conférence intitulée « La théosophie et la société théosophique », Annie Besant se montrait pourtant très claire. Elle dit « Nous n'avons pas de dogme. Nous ne rejetons jamais quelqu'un qui ne croit pas aux enseignements de la théosophie. Une personne peut tous les refuser, et tant qu'elle croit en la fraternité, avoir toute sa place dans nos rangs. » Et dans une autre conférence, toujours de 1907, elle expliquait « Vous devez vous efforcer durant toutes vos recherches de cultiver un pur esprit scientifique pour qui seul compte la vérité et la justesse des résultats, de ne pas rechercher de faits afin de vérifier une doctrine à laquelle vous croyez déjà, mais des faits qui vous permettent de parvenir à des conclusions sur les lois et réalités du monde invisible. » Ce à quoi Émilie Lutyens rétorqua dans ses mémoires, publiés en 1957, je la cite, « La société théosophique continue à affirmer qu'elle n'a pas de credo, mais je n'ai jamais rencontré de théosophe qui, à l'époque, ne croyait pas en la hiérarchie invisible, en l'existence des maîtres surhumains et en la voix du disciple. » Ironiquement, ce fut finalement parce qu'il était en accord avec les principes prônés par Besant en 1907 que Krishnamurti renonça publiquement à son rôle d'instructeur du monde en 1929 avec sa célèbre conférence retenue sous le titre « Truth is a pathless land », la vérité est un pays sans chemin, dans laquelle il expliqua, je le cite, que toute croyance est purement individuelle et vous ne pouvez ni ne devez l'organiser. Si vous le faites, elle se rigidifie et meurt, elle devient un credo, une religion, une secte. Il convient donc de se demander de quelle théosophie Annie Besant fut la missionnaire, en particulier à partir de 1911 et de la fondation de l'Ordre de l'Étoile d'Orient avec son propre périodique The Herald of the Star. Parce que 1911 marque en effet le début de ce que j'appelle ce culte messianique autour de Krishnamurti, accompagné du développement d'un mouvement, là pour le coup, très ritualiste, avec la Liberal Catholic Church, l'Église catholique libérale des théosophes Charles Leadbeater et James Wedgwood, fondée en 1913. Ce culte autour de Krishnamurti, auquel était reliée cette Église catholique libérale, connut un vaste succès international jusqu'à ce que Krishnamurti lui-même le dénonce en 1929. Mais Annie Besant, pour sa part, à partir de 1911, ne cessa de proclamer l'arrivée imminente de l'instructeur du monde dans ses conférences et ses articles, attirant d'ailleurs des disciples au-delà des cercles théosophes. En 1926, le rapport de l'Ordre de l'Étoile d'Orient fait ainsi état de près de 39 000 membres dans 42 pays différents, mais parmi ces membres, il n'y a que 70% de théosophes. Donc il y a des gens qui croient au messianisme de Krishnamurti sans adhérer à la théosophie. Alors, Besant usa pour cette mission messianique de moyens de communication les plus modernes, comme énoncé dans un texte de 1923. Ce texte dit « Notre civilisation contemporaine, lui, donc l'instructeur du monde, lui fournira tous les moyens possibles de diffusion de ses enseignements, en plus de lui permettre de visiter tous les pays. Les transports terrestres, maritimes et aériens rapides, le câble et la télégraphie sans fil, sans oublier la radio, faciliteront l'accès direct des peuples de tous les climats à ces enseignements. » Les conférences de Krishnamurti furent effectivement régulièrement retransmises à la radio, en Grande-Bretagne, en France ou aux Pays-Bas. En 1928, Sir Roderick Jones de l'agence Reuters, qui à l'époque s'appelait le Reuters Telegraphic Service, fut également invité à couvrir le camp d'été
de l'Ordre de l'Étoile d'Orient, organisé chaque année en Hollande. Et il existe également des images filmées, des actualités filmées, qui montrent Krishnamurti et tous ses camps. Krishnamurti fut du fait starisé, et son quartier général en Californie n'était d'ailleurs qu'à quelques kilomètres de Hollywood. Il y fit la connaissance, alors là c'est assez logique, d'Aldous Huxley, qui était lui-même exilé en Californie, mais aussi de Douglas Fairbanks, de Mary Pickford et de Charlie Chaplin. Et il fut photographié par Albert Witzel, spécialiste des portraits de stars et qui avait photographié également Charlie Chaplin dans une pose d'ailleurs extrêmement similaire. Alors, dès 1909, un théosophe américain, Robert Crosby, avait fondé, alors ironiquement justement à Los Angeles, en Californie, la United Lodge of Theosophists, la loge unie des théosophes, où n'étaient étudiés que les textes des trois fondateurs, Blavatsky, Holcott et un troisième, William Judge. Lorsque Vadia, le bras droit d'Annie Besant, qui était indien, quitta la Société théosophique en 1922, après 18 ans de bons et loyaux services, il expliqua dans une lettre ouverte qu'il rejetait ce qu'il appelait la néo-théosophie d'Annie Besant, appelant en retour de la théosophie de Blavatsky, et il rejoignit à son tour un mouvement qui prit le nom de Back to Blavatsky, retour à Blavatsky. Alors, pour conclure et répondre à ma question, malgré les contradictions inhérentes à l'usage du terme, Annie Besant fut donc bien une missionnaire théosophe, tant par ses moyens d'action, similaires à ceux des missionnaires chrétiens, que par la spiritualité qu'elle professa, aussi bien en Inde, malgré sa volonté sincère de contribuer au renouveau hindou, qu'en Occident. Mais Annie Besant fut aussi une réformatrice critiquée de la théosophie, lui conférant une dimension messianique et ritualiste qui ne survécut pas au départ de Krishnamurti en 1929, suivi peu après du déclin intellectuel, puis des décès de Besant en 1933. Voilà, je vous remercie. Je veux dire que comme les étudiants, don't be shy, soyez pas timide. Est-ce qu'on peut savoir un peu quel était le cheminement de Krishnamurti pour arriver à cette rupture? Alors c'est un cheminement complexe et un cheminement qui a été psychologiquement très difficile. Alors c'est une rupture, mais pas une rupture avec la spiritualité. Et finalement les théosophes ne se sont pas totalement trompés, dans le sens où bien entendu Krishnamurti est devenu un guide spirituel très suivi jusqu'à sa mort dans les années 1980. Il est mort très âgé. 85 ou 6, c'est ça. Qui a eu un succès énorme, et ses écrits. Mais il y a véritablement eu... Alors, ce qui s'est passé également, donc je parlais de Krishnamurti, j'ai simplifié les choses. Krishnamurti a été adopté en compagnie de son petit frère, dont il était également très très proche, qui était également un jeune homme brillant, mais qui lui n'était pas vu comme investi de cette mission. Et sa crise spirituelle est véritablement intervenue à la mort de son jeune frère qui est mort de la tuberculose lorsqu'il avait une vingtaine d'années. D'ailleurs, c'est le moment où Krishnamurti a passé beaucoup de temps en Californie, s'est un peu réfugié là, qui lui a amené un doute aussi sur tout ce qui pouvait se passer. Et il y a véritablement de la part de Krishnamurti une réflexion sur ça, voilà, sur cette dérive ritualiste. Alors j'ai passé sur beaucoup de choses, je vous ai parlé également, il y avait tout un jeu d'initiation ésotérique autour de lui, il y avait une espèce de hiérarchisation qui se mettait en place, et véritablement ça, il ne l'a pas supporté. Il ne l'a pas supporté, alors pendant plusieurs années, quand on lit ses conférences, on s'aperçoit, il lance des appels déjà, pour que les choses changent. On voit, il y a déjà des 26, 27, 28, quand on lit tout ça. Et en 29, je pense qu'il a trouvé que la seule solution, c'est durant un de ses camps d'été organisés autour de lui, de rompre officiellement, publiquement, en fait, avec tout ça. Alors, il n'a pas rompu avec Annie Besant. Ils ont continué à se voir. Annie Besant a même passé tout l'hiver suivant avec lui en Californie. Ils ont continué à se voir. Et il lui a rendu visite très peu de temps avant sa mort, en 1933, en Inde. Mais lui-même a rejeté cette mission-là, sans rejeter le rôle de guide spirituel. Oui, je pense que
justement, c'est une question aussi que je voulais poser. Krishnamurti est encore très lu aujourd'hui. Hein. Oui. Des gens y compris ici, il est étudié par les théosophes de nos jours, en fait. Donc, alors voilà, c'est la question que je voulais poser, justement. Parce qu'on peut avoir le sentiment qu'effectivement, il est connu en dehors de la théosophie pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui effectivement peut-être refuse d'être un guide spirituel, mais en étant quand même dans une sagesse qu'il diffuse, puisque ses livres. Et justement, je voulais savoir quel est son rapport quel est le rapport de la théosophie à Krishnamurti aujourd'hui. Je me permets de répondre, mais Kim Diotran pourra peut-être prolonger. Alors, je dirais que ça dépend des théosophes. Donc, un certain nombre de théosophes, en fait, ont parfaitement compris en fait les critiques qui avaient été faites par Krishnamurti. Et je sais qu'en particulier ici, Krishnamurti est lu, il y a régulièrement des conférences filmées, c'est très émouvant d'avoir Krishnamurti en train de faire ces conférences. Donc, ce qui veut dire que le type de sagesse, on peut dire spiritualité, mais spiritualité totalement laïque, hein, là pour le coup, qu'il a ensuite développé, en tout cas ici, parmi les théosophes français, c'est quelque chose qui est lu, etc. Parmi d'autres théosophes, je pense aux théosophes britanniques en particulier, c'est pas du tout le cas. Les théosophes britanniques sont back to Blavatsky, et donc, que ce soit Besan ou Krishnamurti, c'est pas véritablement des choses qui les intéressent, ils sont beaucoup plus sur ça. Donc ça dépend. En fait, la théosophie est un mouvement qui est quand même composite, avec des tendances, avec des intérêts divers. Donc Krishnamurti n'est pas généralement lu par tout le monde, mais il est lu par un certain nombre de gens. Je pense que j'ai répondu à peu près. Oui, très très bien, mais c'est une question très intéressante, parce que c'est tout à fait légitime de poser cette question là où est le pont qui fait joindre les deux. Je pense qu'ils sont complémentaires. L'enseignement théosophique, tel que c'est rapporté par Madame Blavatsky comme messagère des premiers temps, et l'enseignement de Krishnamurti sont deux piliers principaux de l'enseignement spirituel théosophique. Pourquoi? Parce que Blavatsky apporte la sagesse ancienne, antique, qui donne une lumière sur l'ésotérisme de l'ancien temps, et Krishnamurti, avec des termes très simples, il illumine cet ésotérisme, si vous avez déjà la connaissance de votre côté par Madame Blavatsky. Mais les deux, si vous ne connaissez que l'enseignement théosophique théorique de Madame Blavatsky, qui est vraiment sublime, hein, mais il faut quand même ramer pour comprendre, seul, sans avoir le complément de Krishnamurti, on risque d'être perdu. Et il y a un fossé entre la vie quotidienne et la connaissance théorique. Maintenant, Krishnamurti vient, vous savez, c'est organisé là-haut, hein, rien, comme Muriel l'a dit, il n'y a pas de hasard. Nous, on prononce cela comme des hasards, mais il n'y a pas de hasard. Donc Krishnamurti arrive au bon moment, là, le moment où il y a ce qu'on appelle la deuxième génération de théosophes qui commençait à tergiverser. Donc, un côté black et black, c'est très bien. Krishnamurti vient pour dire, voilà, vous faites attention, vous croyez à quoi? Est-ce que vous voyez ce qui se passe en vous-même? C'est vraiment, il amène l'âme humaine vers cette intégrité première qui est la base de l'éthique, vous voyez, alors que la théosophie parle de l'éthique comme l'âme de la théosophie. Madame Blavatsky. On cite, mais on ne sait pas. J'ajouterais quand même. Oui. Alors, il faut quand même dire que lui, par contre, n'a plus jamais parlé de théosophie après 1929. Non, il ne le cite pas. Il ne le cite pas, il ne parle pas. Ce qui fait que beaucoup de gens qui, dans les années 60-70, ont suivi Krishnamurti, l'ont fait sans faire de lien avec la théosophie, ce qui est parfaitement aussi parfaitement possible. Ouais. Mais Krishnamurti, c'est pas si facile, hein. C'est une philosophie exigeante, austère, et moi j'ai tendance, c'est aussi ma déformation avec le contexte britannique, et c'est pas du tout négatif quand je dis ça, il y a un côté puritanisme. Mais dans le sens, non, dans le sens, on est une épure par rapport justement à ce qui se passait avant. D'où effectivement le côté complémentaire. Mais justement ce rejet de ça, des rituels, et finalement même pratiquement des textes, puisque lui il cite jamais les textes. Oui, eh bien,
et pour arriver à une espèce de lien direct avec, alors lui, ce qu'il voit en soi, ça a un côté pratiquement les puritains du XVIIe siècle. Donc on voit bien un mouvement finalement qu'on retrouve dans toutes les spiritualités. Hein, ce mouvement de balancier entre quelque chose de très religieux, ritualisé, etc. et une volonté au contraire de revenir à l'essence même qui peut être très austère et ça c'est fascinant. En fait. Oui, je vois la chose comme un tissu qui a besoin d'être tissé avec la trame dans ce sens et l'autre, parce que sinon on n'a que ça. Ah ben ça c'est l'idéal, quand on peut combiner les deux, c'est l'idéal. Absolument. Et je ne sais pas si. Dernière question pour finir là-dessus, parce que bon, est-ce que Annie Besant s'est exprimée sur ce divorce, on va dire? Cette rupture, alors elle a exprimé, elle parle en termes émotionnels, hein, de tristesse, de chacun. Elle est déjà âgée quand même. Oui, c'est ça. Elle est déjà âgée et finalement. Alors, c'est terrible pour elle quand même. Oui, ça a certainement été terrible. Alors je pense que ce qui l'a aidé, c'est qu'il ne lui a pas retiré son affection. Parce que c'est comme sa mère adoptive, hein. Même légalement, c'est sa mère adoptive. Hein. D'ailleurs, il l'appelle mère, enfin, quand il lui écrit. Il n'a pas retiré son affection. Donc elle s'est exprimée en donnant. Enfin, elle respecte parfaitement sa décision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en cause. Elle exprime sa tristesse, bien entendu. En plus, du coup, il y a des problèmes à gérer avec quelqu'un comme Émilie Lutyens, par exemple. Émilie Lutyens, qui était également proche de Besant, Émilie Lutyens, elle est ravagée. Elle est ravagée, et alors elle, par contre, elle jette le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'après, la théosophie, c'est fini, quoi. Et elle n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens se sont trahis, et en fait, il y a une déperdition, en plus de membres. Enfin, la situation est extrêmement complexe. Et c'est même curieux qu'Annie Besant reste présidente si âgée, mais je pense qu'il y a une question d'élection, en fait, après. Oui, je voudrais aussi donner 3 mots seulement pour compléter pour madame. Au niveau des dirigeants de la société théosophique, il n'y a jamais de rupture. Krishnamurti est restée amie, elle a toujours maintenu la fréquence des visites avec Chiram, le père de Madame Durnier, qui, père et fille, ont été président et présidente de la société théosophique. Oui, mais par contre, pas avec George Arundel. Non, parce que la fissure commence là. En fait, Besant, après son décès, son successeur a été George Arundel, dont je vous ai parlé, hein, qui était principal du lycée de garçons, et puis donc et là, Krishnamurti, Arundel faisait partie de ceux que véritablement. Je pardonne beaucoup à Arundel parce qu'il a une vie quand même très très dure. Alors donc, je connais moi Arundel. Beaucoup d'affection et de compassion. Voilà, c'est juste la vie individuelle qui se déteint sur son travail philosophique. Mais quand, effectivement, surtout quand Radha Burnier devient présidente, là. Mais c'est pareil. Alors donc il va régulièrement. Enfin, oui, il était plusieurs fois à dire. Oui. J'étais à la convention où Radha a invité M. Krishnamurti. Et nous, un groupe de jeunes, courait après, parce qu'il marchait très vite, Krishnamurti. On courait, j'avais la bicyclette, je ne pouvais pas laisser parce qu'on pourrait me la voler. Alors avec ma bicyclette, je courais après. Et c'était la rentrée officielle de Krishnamurti, le retour officiel à la société. Alors qu'en fait, il était déjà revenu pour voir Annie Besant de son décès, mais voilà, c'était pas. Mais là, c'est pendant la convention. Oui. Vous voyez, donc c'était les années 70, c'est ça 80. Ouais. Oui, voilà, donc c'est vraiment tardivement. Là aussi, il y a une forme de réconciliation. Mais c'est officiel, sinon tout le reste, c'est déjà fait. Oui, absolument. Continuellement. Mais c'est vrai que les gens sont très étonnés. Beaucoup de gens en France connaissent Krishnamurti sans connaître du tout les liens avec la théosophie. Complètement, c'est pour ça que je posais la question, parce que je connais des gens qui. Parce que c'est très diffusé, Krishnamurti, et quand je leur ai. Parce que je le sais, voilà, quand je leur ai parlé de Annie Besant, personne ne le connaît. Voilà, c'est. Mais jusqu'à la fin, il appelait Madame Besant Ama. Ama, oui. C'est-à-dire. Oui, mais je veux dire, pour les gens qui connaissent la pensée de Krishnamurti, ils sont assez nombreux, certainement, ils ne connaissent pas du tout Annie Besant. Alors, il y a des ce qui se passe, c'est que Krishnamurti n'a pas publié d'autobiographie. Mais par contre, donc Émilie Lutyens a écrit, et la fille d'Émilie Lutyens, qui avait l'âge de Krishnamurti, ils ont grandi ensemble, a écrit une biographie passionnante de Krishnamurti. Je pense qu'elle a été traduite au français. Trilogie, les 3. Ah oui, il y a 3, oui, c'est 3 tomes, qui est très bien écrit. Oui. Oui, Oui, absolument.
Oui, oui. Et donc en fait, il y a des textes. Oui, je pense qu'elle est traduite. Il y a la bibliothèque. Voilà. Et en plus, c'est passionnant aussi sur ces années 1910, 1920. Enfin, moi, ah oui, c'est une source absolument passionnante. Il faut dire que Krishnamurti, avec son niveau, là, il fréquentait la crème de la crème. Hein. Oui, et puis il plaisait beaucoup aux jeunes filles aussi, il faut quand même bien le dire. Ça peut se comprendre. Donc, oui. Il dit qu'il avait beaucoup de complexes d'infériorité vis-à-vis d'Huxley. Puis Huxley est plus âgé que lui. Oui, dans ces 3 volumes, là, vous avez trouvé des anecdotes comme ça. Oui, absolument. Oui, donc Huxley, bien entendu, était venu le voir, était proche de lui, et Huxley, à ce moment-là, travaillait comme... Alors, Huxley était presque aveugle, il avait d'énormes problèmes de vision, et en fait, il s'était exilé en Californie pour avoir une meilleure lumière. Il avait besoin d'une luminosité, et donc il était écrivain, bien entendu, et il vivait également de scénarios, et on le sait très peu, mais c'est lui qui a scénarisé Alice au Pays des Merveilles de Disney. Ce qui explique pas mal de choses de ce dessin animé qui est mon préféré de Disney, qui est absolument fabuleux. C'est pas La Petite Sirène, mais c'est... Mais Krishnamurti n'a jamais touché à aucun drame. Apparemment, il n'avait pas besoin, d'après ce qu'il raconte. Il a quand même des expériences... Oui, Huxley utilisait The Doors of Perception. On lit ça, on dit c'est merveilleux, mais en fait, il y a un petit plus dedans. Oui. De Huxley, un ouvrage qu'il a rédigé à l'époque qui est absolument formidable, c'est La philosophie pérenne, The Perennial Philosophy, où justement il fait un travail de ce qu'il y a de meilleur de la théosophie, une étude comparative des religions pour essayer d'accéder à la philosophie. C'est un très très beau texte qu'il a rédigé au moment où justement il travaillait auprès des proches de Krishnamurti. Oui. Une question sur sa foi d'Annie Besant. On pouvait la classer comme ayant une foi uniquement théosophique, anglicane, laïque, parce qu'elle a eu des combats laïques pour des combats aussi socialistes. Elle se situait où dans Alors, elle a tout d'abord été, lorsqu'elle était jeune, très chrétienne. Alors, anglicane, elle était anglicane, protestante, de ce qu'on appelle la haute église, c'est-à-dire c'est un anglicanisme assez proche du catholicisme en fait. Et elle a perdu la foi suite à des difficultés très personnelles, un mariage catastrophique en plus avec un pasteur anglican qui s'est avéré être violent, des enfants malades, et c'est vraiment une perte de foi un peu classique, de doute, sauf qu'elle est allée jusqu'au bout du processus de réflexion intellectuelle, et elle a obtenu une séparation de son mari, pas un divorce, c'était pas possible à l'époque. C'était pas possible parce que le seul moyen d'obtenir un divorce à l'époque, c'était qu'il y ait eu un adultère. Et ce brave pasteur, il ne la trompait pas. Et elle, apparemment, elle n'était pas très intéressée de se remettre en couple. Donc ils ont juste été séparés légalement. Et entre autres, c'est comme ça qu'on sait qu'il était violent. Parce que du coup, on a les minutes. Elle a obtenu ça parce qu'il était... Donc il faut le faire à l'époque, quand même, pour obtenir ça. Et donc là, elle est devenue, effectivement, laïcarde, comme on dirait. Donc elle se définissait comme athée. Moi, je trouve que quand on lit ces textes, et j'ai beaucoup étudié ces textes, je la dirais quand même plus agnostique. Il y a, bien souvent, elle dit quand même... c'est une scientifique de formation. Elle fait des études de sciences, elle lit des ouvrages scientifiques ou de philosophie. C'est pas une artiste, elle n'est pas dans l'émotion, elle est beaucoup dans la raison, Annie Besant, toujours. Et donc, en fait, quand on lit, on s'aperçoit qu'elle dit, bon, la science ne peut pas, c'est pas la peine d'aller voir vers là, on n'a pas de réponse. Donc, autant se focaliser sur l'ici et le maintenant, et puis nous protéger des influences religieuses exagérées. Et en fait, quand elle découvre la théosophie, je crois, elle dit bien d'ailleurs, elle dit, mais la théosophie m'apporte des réponses à des questionnements scientifiques auxquels j'avais justement pas de réponse. Et que c'est typique à l'époque, elle s'intéresse au spiritisme, à la transmission de pensée. Alors de nos jours, ça paraît étrange, mais il faut dire qu'on est à une époque où on découvre la radio, les rayons X, l'électricité. Donc en fait, il y a une espèce de grande interrogation scientifique où le parapsychique apparaît comme une interrogation scientifique, exactement comme les autres. Donc son intérêt n'est pas étrange, il est très répandu à l'époque.
Et en fait, pour elle, la théosophie apporte des réponses historiques, scientifiques à cela. Et alors après, on voit quand elle évolue, effectivement, se développe une vraie spiritualité, hein, dans le sens où effectivement, elle n'a pas de doute sur les dogmes énoncés, sur l'existence des Mahatmas, sur l'existence de dimensions spirituelles autres. Elle va véritablement développer ça. Mais je dirais toujours quand même avec une tendance laïque malgré tout. Une tendance laïque. Là, la dérive dont je parle, bon là certes elle pose hein, avec ses évêques un peu bizarres, mais je suis désolée de dire ça, je ne sais pas que je vexe personne, mais bon. Mais en fait, cette dérive, elle arrive également parce qu'à ce moment-là, elle est complètement accaparée par la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Elle est totalement en train de faire autre chose, et en gros, bon, elle va au congrès où il y a Krishnamurti, elle est en contact avec lui, mais elle est beaucoup moins investie qu'elle a pu l'être à d'autres moments. Et donc, en fait, Leadbeater, Wedgwood et tout ça s'emparent un petit peu de la chose. Et d'ailleurs, Krishnamurti le sait, hein, c'est bien eux qui l'en veulent, pas elle. Voilà, donc cet aspect ultra-religieux, là, elle le tolère, bien entendu, mais elle n'est pas active dedans. Elle n'est pas active dedans. Encore question, s'il vous plaît. Le terme agnostique, je crois que c'est le plus approprié. C'est un terme qui date d'ailleurs de l'époque. Oui. Le terme agnostique a été inventé par le grand-père d'Aldous Huxley, qui était un darwiniste et un scientifique, et qui a inventé ce terme pour définir justement son incapacité à savoir si voilà, il y a une dimension spirituelle ou pas. Cela me ramène à un souvenir très plaisant dans une conversation avec Madame Durier. Elle m'a dit: Dieu, vous êtes bouddhiste ou agnostique? Je n'ai pas pu répondre. C'était un silence après. Mais ce terme, je pense que c'est le plus juste pour définir Annie Besant. Alors, en tant que théosophe, dans les textes, elle est plus agnostique. Après là, elle croit sincèrement. Mais on a le droit d'écrire quand même un tout petit peu à gauche, à droite, au milieu un peu plus, que ce qu'on est vraiment, parce que sinon on ne peut pas tout dire non plus, je pense. Alors, de toute façon, reste un problème, y compris pour mes études, c'est que il y a des textes qui ont été publiés, émis, ou des conférences dans le sein des sections ésotériques, et ça, on n'a pas accès. On n'a pas accès? Non, les archives, non. Certains certains documents de l'époque de l'Étoile d'Orient. Oui. On peut. Ouais. Et Kurt Leland en a trouvé parce que de temps en temps, il y a des archives qui se perdent, il y a des choses, donc de temps en temps on trouve. Vous avez accès aux archives maintenant très organisées par deux membres de l'Australie? C'est John Osterman. Oui, absolument. Et il y a c'est d'ailleurs ça pour les périodiques, j'ai consulté ça, ils font un travail remarquable. Et la plupart des périodiques sont aussi en ligne sur un site qui s'appelle Yapsop, qui est un site qui met en ligne énormément de vieux périodiques ésotériques de tous les pays. Il y en a des milliers, c'est un site fabuleux, et en plus ce sont comme des reproductions, là c'était des pamphlets, mais voilà, on retrouve les reproductions, c'est pas juste les textes en fait, on a véritablement les facsimilés. Donc c'est une mine. Et il y a tous les numéros de The Theosophist, par exemple, avec en plus possibilité de faire des recherches par mots-clés à l'intérieur des PDF. Ça, c'est un trésor fabuleux. Un travail énorme. Ouais. Alors, ma première partie, là, sur la relation avec entre les missionnaires et les théosophes, en fait, c'est une conférence que je vais refaire à la Sorbonne de façon un peu plus ramassée. Mais là, il y a un sujet de thèse. Parce que je vais la faire dans le cadre d'un mini-colloque sur les missionnaires. Et en fait, il y a véritablement un sujet de thèse. Et on a les documents. On a d'un côté ce que disent les théosophes. De l'autre, on a toute la presse missionnaire qui est maintenant relativement facile d'accès. Et il suffit de combiner les deux pour... Alors là, je l'ai fait un petit peu là, juste pour ça, mais je me suis aperçue qu'il y a énormément de choses. Il y a véritablement une vraie recherche à faire qui n'a pas été faite. Cette recherche-là, elle n'a pas été faite au niveau universitaire. Oui, il faut ouvrir des portes. Oui, ça je vais le lancer. Donc, il y aura une collègue, une collègue qui s'appelle Maude Michaud, qui est spécialiste des missionnaires, qui sera présente. Et il faut qu'on trouve des étudiants en recherche là-dessus.